De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Politicien. Nous avons été rejoints par Jean-Maurice Bamare-Krong. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire général de l'Association des Tchadiens d'Île-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes toujours en compagnie de M. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi et d'Ibrahima Souri Makanera. L'élimination dès le premier tour du Sénégalais Abdoulaye Bati et la victoire de Moussa Faki Mahamat durant l'ultime tour de vote est vraisemblablement le fruit de tractations de dernière minute lors du sommet, du 28e sommet de l'Union africaine. Monsieur Bamare-Krong, avez-vous été surpris par la victoire du candidat tchadien? Non, la victoire, non, parce que c'était un homme, un diplomate de carrière, c'était un homme d'action, c'était un homme qui a circulé à travers toute l'Afrique. Il est connu par tous ses pairs, donc c'est quelqu'un qui a démontré qu'il était capable de pouvoir apporter une certaine nouveauté au niveau de l'Afrique. Et il a vu tous les chefs d'État au moins une trentaine de pays africains. Ce qui entre en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Abdelkerim. Oui, ce n'est pas l'objectif ni les critères, parce que nous on parle des critères. Quand on choisit un homme à qui on confie la destinée de la gestion des affaires africaines, la diplomatie intérieure ne compte pas, mais on doit plus se demander qu'est-ce que cet homme-là peut apporter à l'Afrique. Monsieur Bamare-Krong, en l'occurrence, parlait de la diplomatie c'est ça. Là, je dis, moi, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu ce que cet homme-là a pu apporter à l'Afrique, encore moins au peuple tchadien. Moi, en tant que panafricaniste, même si je me fais la violence de dire que je souhaite et je préfère un homme qui soit tchadien, sénégalais, kenyan ou botswanais ou équato-guinéen, peu importe, si on parle des institutions africaines, on doit se faire de la violence de parler en tant que panafricaniste. Alors si on parle en tant que panafricaniste, cette fierté nationale, on le met de côté parce qu'on parle de la fierté continentale. Alors la fierté continentale, c'est d'avoir des hommes intègres qui ont déjà réalisé quelque chose pour leur peuple, qui ont élevé leur peuple et qui ont assuré l'avenir de leur peuple et qui vont apporter pour le peuple africain. C'est pour cela que je dis, la fierté, oui. On est Tchadien, on n'a pas attendu Moussa Faki pour être fier ou sa nomination. Un Tchadien est fier, de nature on est fier. Mais on exige pour notre continent des hommes démocrates, des hommes qui assurent le développement de leur pays et d'hommes exemplaires. Je veux dire bien exemplaires et des régimes exemplaires. Alors, allez-y, allez-y. Oui, je pense que justement, mon jeune frère vient de démontrer qui est Moussa Faki, parce que tout ce qu'il a dit, c'est vraiment l'homme Moussa Faki, parce que c'est un homme qui était en première ligne dans toutes les actions concernant l'Afrique, concernant la Centrafrique, c'était lui qui était en première ligne, concernant le Mali, c'était lui qui était en première ligne, concernant également toutes les actions qui se passent au niveau de Boko Haram, il n'a pas hésité un seul instant d'aller voir ses collègues et d'aller voir les chefs d'État de ces différents pays pour essayer de les faire comprendre l'utilité que le Tchad peut apporter à ces continents. Le continent africain est un grand continent avec 54 pays et lui, il a sillonné tous ces différents pays, il a apporté sa contribution. C'était un ancien homme, un grand homme politique, c'était un ancien Premier ministre. Il a été pendant 8 ans ministre des Affaires étrangères, il a sillonné tout le continent. Donc je ne vois pas en quoi la fierté d'aujourd'hui, c'est la fierté de tout le Tchad. C'est tous les Tchadiens, quel que soit leur lieu d'habitation, peuvent être fiers que le Tchad soit présent pour défendre le continent africain. Alors, je voudrais qu'on essaie quand même de s'intéresser au-dessous de cette élection, puisque le candidat sénégalais Abdoulaye Bati était le candidat unique de la CEDEAO. Il était souvent cité comme favori. Or, il n'a obtenu que 10 des 15 voix de l'organisation sous-régionale. Monsieur Makanera, qu'est-ce que cet effritement des voix sous-régionales finalement traduit ? Contrairement à ce que pense mon ami, en général, dans les institutions internationales, particulièrement en Afrique, le choix ne se fait pas forcément sur le fondement de la compétence. On en sait, on en parle, c'est-à-dire vous êtes proche de quelqu'un, vous êtes à un endroit au bon moment, le tour est joué. Et un point avant de répondre à votre question, vous savez, les dirigeants africains, dans leur grande majorité, ne sont brillants qu'à l'extérieur, dans leur propre pays. Regardez la situation du respect de leurs institutions. Vous serez surpris, ça, ce n'est pas que le problème du Tchad. Ça, bon, par exemple, quand on regarde
le cas du pays du président de l'Union africaine pour obtenir une seule élection législative sur le fondement de la constitution guinéenne, il a fallu 70 morts et 3 ans de tiraillement uniquement pour avoir des élections prévues par la constitution. Maintenant, concernant ce qui s'est passé, tout le monde sait, généralement, c'est la diplomatie tchadienne qui a joué. Je vous avais dit, cette diplomatie a profité doublement à M. Idriss Déby. D'abord, les élections, normalement, se sont passées dans des situations qui ont été contestées par des Tchadiens et même un certain nombre de presse. Sa diplomatie, en tout cas de lutte contre les islamistes, a beaucoup payé. Et comme en Afrique, en général, les armées, on n'a pas d'armée. Le Tchad fait partie vraiment d'exception. En général, les militaires qui sont là, il n'y a pas d'armée républicaine, ou c'est des groupes armés, ou ce sont des armées qui sont là pour mater des populations civiles non armées. Ils ne peuvent pas faire du tout face à un groupe un peu organisé. De ce fait, l'armée tchadienne, c'est ce que M. Déby a compris, s'est retrouvée dans une situation de l'armée sous-régionale. Elle a rendu des services. Le Tchad a payé le prix en termes financiers et de la vie humaine. Il était quand même normal que, malheureusement, au risque de décevoir mon ami, que les autres lui rendent la pièce de sa monnaie. Je ne veux pas dire que c'est ce que je souhaitais, mais c'est ce qui a prévalu. C'est pourquoi les voix, dès le premier tour, ont manqué à M. Bathily, qui est reconnu, parce qu'il a de l'expérience en la matière. Mais dans la cuisine des États, c'est comme ça que ça ne fonctionne pas qu'en Afrique. Oui, je ne suis toujours pas convaincu. Et je réponds à M. Bamare que si Idriss Déby a intervenu au Mali, a intervenu en Centrafrique, d'abord au Mali, ce n'était pas par souhait de l'Afrique. Il est parti en supplétif de l'armée française. C'est la France qui a demandé à Idriss Déby d'intervenir. Et on sait la monnaie que la France rend à Idriss Déby. Donc Idriss Déby est redevable, on lui demande, il lui rend service. Après, on sait ce qui s'est passé en Centrafrique. Idriss Déby est parti, il a parlé de l'armée, il a fait sortir l'armée tchadienne. On sait comment ça s'est terminé en Centrafrique. Donc, en ce qui concerne l'engagement contre Boko Haram. Cet engagement-là doit être... C'est ça là où je vous explique depuis tout à l'heure que les présidents illégitimes et des régimes contestés profitent de cette faiblesse de l'Union africaine, qui n'a pas des armées ou l'armée africaine en attente qui devait contenir 40 000 hommes depuis 10 ans et que ça n'a pas été mis en place. Et ces présidents-là profitent de cette absence de puissance de l'Union africaine pour faire le travail à la place et demander des dividendes. Ce n'est ni constructif ni intéressant pour l'Afrique. C'est pour cela que si on avait une institution africaine digne, si on avait une Union africaine avec une armée dans chaque sous-région, 8 000 hommes par sous-région, comme ils avaient décidé, financés par l'Union africaine, sous les ordres de l'Union africaine, cette armée-là doit intervenir partout au nom de l'Union africaine et non au nom d'un chef d'État. La preuve, c'est que maintenant, vous ne dites pas que c'est le Tchad qui est intervenu au Mali. Vous dites Idriss Déby a fait ci, Idriss Déby a fait cela. Donc, ramener cette contribution du Tchad à la personne d'Idriss Déby montre bien le jeu de cet homme-là, essayer de se légitimer à l'international tout en opprimant son peuple. Le Tchad, c'est un pays démocratique, et, comme avait souligné le frère du Sénégal, de la Guinée, et le Tchad, c'est un pays souverain. Il y avait eu des élections au Tchad. Il y avait eu des élections, il y avait eu des partis politiques de l'opposition qui sont présentés. Ils n'ont pas obtenu le suffrage universel pour pouvoir diriger ce pays. Idriss Déby a démontré par son programme. C'était un programme qu'il fallait défendre et non c'est-à-dire eux, ils combattaient plutôt l'homme Idriss Déby. Or, ça n'avait aucun apport par rapport à par rapport à leur programme qu'ils n'ont pas du tout bien présenté. Donc, Idriss Déby était un homme intègre. Il a pu démontrer aux Tchadiens que la réussite de sa campagne électorale se passerait par rapport à son programme. Et il a réussi. Concernant M. Moussa Faki, c'était un homme également admirable, intègre. C'était un fils de l'Afrique. Il a dit, ma maison c'est le Tchad et mon village c'est l'Afrique. Alors pour certains observateurs, hein, le candidat sénégalais a fait les frais en fait, il a payé le prix finalement de sa proximité avec le Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Makanera? Effectivement, ça a joué et puis, vous savez, il y avait des pays, pas des moindres, qui ne voulaient pas voir le Maroc réintégrer l'Union africaine. Ce que je peux regretter, parce que le Maroc, quand même, apporte beaucoup à l'Afrique, quoi qu'on dise.
Il y a beaucoup d'Africains, d'intellectuels africains qui ont été formés au Maroc, j'en sais quelque chose. Le Maroc apporte des aides aussi à beaucoup de pays africains dans le domaine sanitaire et autres. Je pense que du moment qu'on a des pays qui ne font que créer des problèmes qui n'ont absolument aucun apport ni pour leur peuple, ni encore moins pour l'Afrique, qu'un pays qui apporte quelque chose soit là, pour moi, est une bonne chose. Alors, au-delà de la réintégration du Maroc, c'est peut-être aussi la question du Sahara occidental. Effectivement, les pays qui soutiennent le Sahara occidental ne voulaient pas comment dirais-je, aider le candidat du Sénégal, parce que Bathily n'a pas été sanctionné parce qu'il est Bathily. C'est son État, la diplomatie de son pays qui a été sanctionnée. C'est la diplomatie sénégalaise. N'oubliez pas que le président mauritanien et le président guinéen étaient contre l'intervention sénégalaise en Gambie. Vous savez, il y a une sorte de solidarité entre ces chefs d'État qui confisquent le pouvoir. Ils n'aiment pas le précédent. Faire partir un chef d'État par les armes, ils n'en veulent pas. Ces deux personnes sont allées d'ailleurs, l'accord qui a été signé, les juristes ont fini par les démanteler. Ils pensaient avoir accordé l'amnistie à Diamé, et alors vous verrez que c'est du gâchis. Donc, l'autre, le candidat sénégalais a fait les frais de la diplomatie de son pays. Merci, Monsieur Makanera. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de votre émission. À tout de suite.